soir, et comme il a été dit, je vais vous parler du sucre, une substance que j'ai nommée désir. Et donc pourquoi j'ai choisi cette appellation, ce terme, c'est pour finalement évoquer, rappeler un fait biologique fondamental qui est le suivant, que donc lorsque la vie, les premières formes de vie ont quitté le milieu océanique salé, le sucre est devenu, et donc pour gagner la terre bien sûr, le sucre est devenu très rapidement une monnaie d'échange très répandue entre les différents organismes et particulièrement entre les plantes et les animaux. Et là, je vous ai bien sûr illustré quelques exemples de ces échanges que vous connaissez tous bien sûr parfaitement. Le point important, c'est que donc l'expérience hédonique du goût sucré et le désir qui lui est associé sont un phénomène continental, on va dire, qui a pris naissance et qui a évolué sur la terre ferme. Et d'ailleurs, les quelques animaux qui, après avoir évolué sur la terre, sont retournés dans les eaux salées des océans et des mers, ont perdu le goût sucré du fait de modifications génétiques. Et bien sûr, nous, Homo sapiens, qui avons conquis toutes les parcelles imaginables des continents, on a exploité ce goût et ce désir pour le goût sucré, à tel point qu'aujourd'hui, sans exagération, on peut parler d'édulcoration de notre monde alimentaire, avec toutes les conséquences positives, bien sûr, et négatives que ça engendre et que nous connaissons tous très bien. Alors le sucre dont je vais parler ce soir, c'est le saccharose. Le sucre qu'on extrait de la canne à sucre et de la betterave sucrière, particulièrement en France. On est les premiers producteurs, je crois, de sucre à partir de la betterave sucrière. Donc le saccharose, c'est... Pardon. Est-ce que je peux revenir en arrière ? Et donc est un disaccharide qui est composé d'une molécule de glucose et de fructose. Donc le fructose, on le verra probablement tout à l'heure, a, on va dire, une toxicité hépatique, mais je n'aborderai pas cette question au cours de mon exposé. Moi, je vais plutôt me focaliser sur le glucose et je vais essayer de vous convaincre en essayant de réunir un certain nombre de faits éparses dans toute la littérature que la composante drogue du sucre serait en fait le glucose. Alors bien sûr, on connaît tous que le glucose comme substrat énergétique de l'organisme, etc. Mais il y a une façon de consommer le glucose, qui est, et je vais essayer de vous démontrer, potentiellement addictive. Alors on va essayer tous ensemble ce soir de répondre à 3 questions. Je vais aller assez vite parce qu'en fait j'ai que 20 minutes. Donc mon exposé, normalement, je le fais en 30-35 minutes, donc je vais aller au pas de course. J'ai pris beaucoup de sucre avant pour me doper un peu. Donc on va répondre à 3 questions. Donc la première question, est-ce que le sucre est une drogue ? Dans quelle mesure on peut considérer le sucre comme une drogue ? Est-ce que le sucre comme une drogue modifie le cerveau durablement ? Et est-ce que ces modifications contribuent à la pathophysiologie de l'addiction au sucre ? Et enfin, qui et combien de personnes devient addict au sucre ? Et on verra que le potentiel addictif finalement est comparable à celui des autres drogues, on va dire, plus classiques. Alors pourquoi j'ai commencé à me poser en fait cette question très sérieusement lorsqu'on a découvert, au début par hasard, dans nos expériences, donc on réalise nous essentiellement des expériences de laboratoire chez des animaux, donc considère comme des modèles, des réduits de l'être humain, que des animaux qui avaient été exposés de manière chronique pendant plusieurs semaines à des drogues, lorsqu'on leur proposait donc des drogues par voie intraveineuse, et on a parlé de cette voie tout à l'heure qui est particulièrement addictive chez l'homme, lorsqu'on leur proposait en fait un choix entre des drogues par voie intraveineuse et une boisson sucrée contenant du saccharose et d'autres sucres d'ailleurs, ces rats, pour la vaste majorité d'entre eux, se détournaient de la drogue très rapidement en fait pour s'adonner aux joies et aux plaisirs de la boisson sucrée. Tout est parti de là. Donc là rapidement, donc ça c'est l'expérience Princeps. Ça vous décrit la cage de conditionnement. Donc l'animal est connecté à un système d'injection intraveineuse. Il appuie sur un dispositif qui est ici avec ses pattes antérieures. Il déclenche une pompe qui lui délivre un volume fixe de drogue dans la circulation générale. En revanche, s'il appuie sur ce levier-là, il a accès à un petit volume
de boissons sucrées contenant 10% de saccharose. C'est à peu près la concentration de sucre qu'on va trouver dans un soda. Donc les animaux que nous allons tester ont ni faim ni soif pendant ces expériences de choix. Donc ça, c'est le résultat princeps. Donc au début, les animaux sont indifférents, et ce, même après avoir finalement consommé des drogues seuls pendant plusieurs semaines. Et très rapidement, en fait, ils développent une préférence pour la boisson sucrée et se détournent donc du coup de la drogue. Juste, alors je sais pas, j'ai rien pour... comment je lance la vidéo du coup, on peut lancer la première vidéo si c'est possible. Voilà, juste pour vous montrer un exemple. Ça, c'est un animal juste avant un essai de choix. Donc les deux leviers vont sortir. Ça, c'est la boisson sucrée. Là, c'est le levier associé à la drogue. Et donc ça se passe de commentaires. L'animal, en fait, dès que les leviers sont présentés, ça signale le moment du choix. L'animal s'oriente très rapidement vers le levier qui est associé à la boisson sucrée et la consomme sans aucune hésitation. Et ça, bien sûr, on l'a observé sur quasiment tous les animaux qu'on a testés. Donc ces expériences sont, pour rapidement, robustes au coût comportemental qu'on demande à l'animal pour obtenir la boisson sucrée. En fait, pour les pousser à prendre de la drogue, il faut multiplier le coût comportemental associé à la boisson sucrée d'une manière très importante. Par exemple, il faut leur demander de répondre 16 fois plus sur le levier associé à la boisson sucrée pour qu'éventuellement ils daignent prendre de la cocaïne par voie intraveineuse ou de l'héroïne. Le phénomène que nous avons observé est observé quelle que soit la dose de drogue disponible. Donc là, ce sont des doses qui sont maximales, on ne peut pas aller au-delà, sinon on commence à observer des convulsions. Donc ce phénomène maintenant a été observé dans plusieurs laboratoires aux quatre coins du monde, avec toutes les drogues qui ont été testées jusqu'à présent, méthamphétamine, héroïne, nicotine, alcool. Et donc, plus récemment, il a été également montré que les animaux préfèrent du sucre à une stimulation maximale de leur circuit de la récompense grâce à une stimulation électrique. Vous savez qu'on peut descendre des électrodes directement dans le circuit de la récompense. Et donc là, on demande à l'animal de choisir entre une pastille de sucre ou une stimulation électrique du circuit de la récompense. Et les animaux préfèrent le sucre à la stimulation artificielle du circuit de la récompense. Alors bien sûr, ce phénomène comportemental peut finalement faire l'objet de plein d'interprétations différentes, et on pourrait passer des heures ensemble à discuter de ces différentes interprétations, et en fait ce serait super intéressant qu'on en discute parce que c'est une observation qui est difficile encore à assimiler au niveau de la science qu'on a actuellement. Mais néanmoins, ce soir, moi je vais me focaliser sur une seule interprétation, celle qui a fait l'objet récemment le plus d'attention de la société via les médias, qui est que finalement le sucre aurait un potentiel addictif plus important qu'on ne l'avait soupçonné jusqu'à présent, et un potentiel addictif qui est comparable à celui d'autres drogues. Et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer. Alors, est-ce que le sucre est une drogue ? Rapidement, donc je ne vais pas vous faire l'injure de vous rappeler ce qu'est une drogue. C'est une petite molécule généralement que l'on consomme par différentes voies d'administration. Cette molécule passe dans le sang, passe la barrière hémato-encéphalique et va interagir plus ou moins directement avec le circuit de la récompense et notamment les neurones dopaminergiques, activant ces neurones et produisant ainsi en fait un signal de récompense qui va pousser l'individu à répéter la consommation pour obtenir ce signal de récompense. Et chez certains individus, ça peut conduire justement à la perte de contrôle et à l'addiction. Ça, c'est pour les effets immédiats sur le circuit de la récompense, mais l'exposition répétée du circuit de la récompense à la drogue induit des modifications à long terme, donc de différentes natures, moléculaires, morphologiques, neurochimiques. Je ne rentre pas dans les détails, mais in fine, on a en fait un système qui est modifié durablement, et ces modifications vont altérer les capacités de contrôle de la prise de drogue et éventuellement, chez certains individus vulnérables, entraîner une addiction. Donc, est-ce que le sucre fait tout ça ? Donc, lorsqu'un animal, donc ça a été observé récemment grâce à des biosenseurs que l'on descend dans différentes régions du circuit de la récompense et où on va mesurer les concentrations extracellulaires de glucose lorsqu'un animal boit une boisson sucrée, avec une concentration en sucre qui est équivalente à celle que l'on va retrouver dans un soda, 10% de saccharose. Là, qu'est-ce qu'on observe ? En fait, on voit que donc, pendant la consommation, il y a un petit phénomène
légère augmentation conditionnée des taux de glucose, du fait de l'activité cérébrale. Et ensuite, quelques minutes plus tard, on voit une augmentation très graduelle et progressive et très importante et très durable des concentrations de glucose extracellulaire. Bien sûr, ce glucose va en partie aller alimenter le fonctionnement du cerveau, mais le glucose va également servir de molécule signal et va aller activer certains circuits dans le cerveau qui vont conduire à une activation du circuit de la récompense et donc des neurones dopaminergiques en particulier. Donc ça a été découvert un peu par hasard chez des souris qui étaient, grâce à des modifications génétiques, rendues aveugles au goût sucré, et donc qui n'avaient plus la perception du goût sucré. Et lorsqu'elles consommaient en fait du saccharose, eh bien, on observait chez elles une augmentation des taux de dopamine, dans les différentes régions du striatum. Et donc du coup, d'où peut venir cette activation, puisqu'il n'y a plus le goût sucré. Des études ultérieures ont démontré que c'était lié au glucose intragastrique, puisque dans des expériences d'infusion intragastrique directe, on observait cette augmentation dopaminergique que l'on ne reproduisait pas avec un édulcorant artificiel, et ici c'est le sucralose. Ce phénomène a été également observé chez l'homme par le groupe de Nora Volkow et de Jin-Jack Wang. Donc là, ils ont utilisé donc, la neuroimagerie couplée à un radioligand des récepteurs dopaminergiques, dont lorsque vous suivez le taux de liaison de ce radioligand au récepteur dopaminergique, vous avez une mesure indirecte des concentrations de dopamine. Et donc par comparaison entre consommation de glucose et de sucralose, ils ont pu mettre en évidence que la consommation de glucose entraînait une augmentation de dopamine plus importante que l'édulcorant artificiel, suggérant que là aussi il y avait une composante glucose post-ingestive qui était responsable de l'activation directe du circuit de la récompense. Donc au niveau, de la circuiterie neuronale, il a pu être montré que cet effet dopaminergique dépendait de certains neurones dans l'hypothalamus latéral. Lorsqu'on peut détruire ces neurones sélectivement grâce à des neurotoxines, et lorsqu'on fait une ablation sélective de ces neurones dans l'hypothalamus latéral, on perd cet effet dopaminergique que l'on observe chez le groupe contrôle, indiquant que cet effet passe par des neurones glucosensibles dans l'hypothalamus latéral. Ce qui conduit à une hypothèse dont je ne vais pas vous la décrire complètement, mais à l'hypothèse générale, selon laquelle finalement l'action du glucose sur le circuit de la récompense serait en fait le stimulus pavlovien primordial qui permettrait de conditionner un organisme à tous les autres stimuli alimentaires qui précèdent la consommation de sucre. Donc les stimuli visuels, les stimuli olfactifs, et en fait, même les stimuli gustatifs qui, ici, sont conçus comme des stimuli conditionnés sensoriels du glucose post-ingestionnel et de son action sur le circuit de la récompense. Et donc ça, en fait, c'est un conditionnement biologique très puissant qui survient souvent à l'insu des individus et qui peut finalement créer et guider nos préférences alimentaires à notre insu et chez certains individus conduire à une addiction alimentaire. Est-ce que le sucre peut modifier le cerveau durablement, comme on peut observer de telles modifications chez des personnes qui ont développé une addiction aux drogues? Donc ça, c'est une expérience encore du groupe de Nora Volkow et Jin-Jack Wang. Si vous vous souvenez, ils avaient observé, donc ça c'est un phénomène qui est bien établi, que dans l'addiction aux drogues, cocaïne, méthamphétamine, nicotine, héroïne, vous avez une chute des récepteurs dopaminergiques de type D2, D3 dans le striatum, et ils ont observé la même chose chez des personnes souffrant d'obésité très sévère. Alors bien sûr, le raccourci est rapide, puisque dans l'obésité, il n'y a pas qu'une consommation de sucre, on est bien d'accord, mais c'était quand même une observation assez suggestive. Et donc des expériences de laboratoire chez l'animal ultérieures ont pu démontrer qu'une consommation chronique de sucre qui entraîne une escalade de la consommation se traduit par une chute des récepteurs dopaminergiques de type D2, D3 dans le striatum, et également de modifications neuromorphologiques dans différents éléments du circuit de la récompense, et en particulier le noyau accumbens, l'amygdale. D'autres expériences ont pu montrer que donc un régime obésogène riche en sucre, mais également en graisse, dans ce cas-là,
donc qui entraîne donc une obésité, se traduit par un déficit du fonctionnement du circuit de la récompense, donc une sorte de phénomène de dépression de l'activité dans ce circuit de la récompense que nous avions déjà observé quelques années auparavant pendant l'escalade de cocaïne chez l'animal de laboratoire également. Donc là, encore un parallélisme assez intéressant. Donc est-ce qu'on peut développer une addiction au sucre et combien de personnes sont concernées? Donc on l'a très rapidement, donc c'est parce que c'est un élément très subjectif, mais c'est toujours très intéressant d'écouter ce que nous disent les personnes qui sont en prise avec ce type de troubles comportemental. Donc juste pour vous donner un exemple assez parlant, donc ça c'est une jeune adolescente obèse qui décrit son rapport avec la nourriture. It is like a drug. What used to satisfy you before now has no effect. I feel like I have become immune to the food that used to comfort me. And I like drugs, you keep moving on to bigger, worse things in order to get the same feeling as when you started out. Donc ça décrit le phénomène de tolérance, d'escalade, et on va dire, voilà, d'escalade des quantités, mais d'escalade vers des produits de plus en plus, entre guillemets, junk food, etc. Alors bien sûr, c'est subjectif, ça peut être influencé par ce qu'on va trouver dans les médias, etc. La personne essaie de se construire, elle essaie de trouver des explications, mais de manière plus sérieuse, donc des expériences, une application, des critères diagnostiques des troubles de l'usage de substances a été appliquée aux nourritures, et en particulier aux nourritures riches en sucre. Il a pu être démontré que dans la population non clinique, et ça a été reproduit maintenant dans plein d'études, dans plein de pays différents, on estime qu'il y a en fait entre 5 et 10% des individus qui présentent en fait le nombre minimum de critères pour répondre à une addiction alimentaire. Et les produits qui sont concernés sont pour la plupart des produits qui contiennent beaucoup de sucre rajouté. Et ça, juste pour vous montrer, ça c'est une étude réalisée sur 134 000 femmes âgées de 45 à 88 ans, c'est en fait sur 2 cohortes, et il a pu être montré une relation très nette entre l'indice de masse corporelle et la prévalence de ce trouble de l'usage de l'alimentation riche en sucre. Et on peut finalement monter des 5-10% à 20-25% de prévalence chez les personnes obèses. Donc maintenant, on va focaliser sur un des critères qui a été ajouté récemment au diagnostic de l'usage du trouble de substance, du trouble de l'usage de substance, qui est le craving, ce désir impérieux de consommer, qui est souvent vécu comme intrusif et, on va dire, douloureux psychologiquement. Donc, des désirs de nourriture, on va dire, c'est quand même des désirs qui sont très fréquents. Ça, c'est une très belle étude que je vous encourage à lire et qui a été réalisée par Hoffman en Allemagne. Ils ont pu démontrer qu'au quotidien, les désirs les plus fréquents sont orientés vers les nourritures. Et que de manière très intéressante, 42% de ces désirs en fait sont résistés par les individus. Donc ils ont une relation problématique avec ces désirs. Mais chez les personnes qui ont un diagnostic d'addiction alimentaire, la fréquence et l'intensité de ce craving est plus important. Et pour finir, les régions du cerveau qui sont actives au cours de l'expérience de ce craving sont identiques, où il y a un chevauchement très net avec celles qu'on a pu observer avec les autres drogues comme la cocaïne, l'héroïne, la nicotine, l'alcool, etc. Donc il y a également un parallélisme au niveau des expériences, mais également des structures neurobiologiques qui sont impliquées dans le craving. Donc voilà, je pense... je suis dans les temps, non ? Je pense avoir regroupé l'ensemble des éléments qui permettent de penser qu'au fond, le sucre serait une drogue comme les autres. Et je vous remercie pour votre attention.